Bonjour, bienvenue à Planète Terre. Je m'appelle Jean-Thomas Léveillé. J'aurai dorénavant le plaisir d'animer cette émission. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale entièrement consacrée à la Révolution russe d'octobre 1917. Nous en parlerons de cette révolution, de son héritage avec les politologues Ekaterina Piskunova et Guillaume Sauvé de l'Université de Montréal dans quelques instants. Mais commençons d'abord par un rappel des faits avec l'historien Pierre Grosser de Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris. Bienvenue au Québec. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire des relations internationales et plus spécifiquement de la guerre froide. D'abord, rappelez-nous le contexte historique de la Révolution d'octobre. Qu'est-ce qui a mené à cette révolution-là? Alors, toute révolution a des facteurs extrêmement différents et c'est toujours très difficile d'expliquer. Ça fait à peu près 100 ans qu'on réfléchit sur ce que c'est que cette révolution. Il faut bien voir qu'il y avait une première révolution en 1905 qui avait émoussé le pouvoir du tsar et du tsarisme d'une façon générale, et qu'ensuite il y a un contexte très particulier en 1917, c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous avez une situation extrêmement compliquée sur les fronts militaires et une situation sociale extrêmement compliquée aussi parce que, il faut bien comprendre qu'il y a une mobilisation de guerre totale que la Russie a du mal à mener. Et donc il y a une première révolution en février qui est une révolution qui semble être une révolution plutôt libérale, constitutionnelle. Et puis, dans un deuxième temps, et évidemment c'est celle que l'histoire a plutôt retenue, en octobre 1917, dans une espèce de vide de pouvoir considérable, eh bien, ce sont les bolcheviks qui prennent le pouvoir, c'est-à-dire un parti d'avant-garde qui estime qu'il parle pour la classe ouvrière qui doit désormais, au nom du marxisme, être au pouvoir. Alors, c'est la fin du tsarisme en Russie, mais donc c'est aussi l'avènement du communisme. C'est l'avènement du communisme. Alors, à l'époque, on pensait que ça n'allait pas durer très longtemps et Lénine lui-même pensait que ça allait être comme pour la Commune de Paris en 1871, quelque chose qui ne durerait pas. Et puis, il y a eu une guerre civile qui a été extrêmement dure, avec aussi quelques interventions étrangères, et c'est pour ça que souvent on date le début de la guerre froide aussi de 1917, interventions françaises, anglaises, canadiennes, japonaises, et on le sait qu'entre 1921 et 1922, eh bien, le communisme et le régime bolchevique remportent cette guerre civile, et donc naît l'Union soviétique en 1922. L'effort de guerre était donc très difficile pour la Russie. Les conditions de vie en Russie étaient aussi très difficiles. Est-ce que la révolution à ce moment-là a donc changé quelque chose pour le peuple russe? Alors à court terme, il a surtout amené des situations absolument terribles parce que la guerre civile s'est passée sur tout le territoire, pas seulement de la Russie, mais on appelait ça l'Empire russe, mais en fait il y avait des peuples qui n'étaient pas du tout russes, il y avait des Ukrainiens, il y avait des gens dans le Caucase, des Géorgiens, des Azéris, des Mongols, etc., etc. Donc dans un premier temps, ça a été assez terrible parce que l'effort de guerre a provoqué famine, violence et massacre, il faut bien rappeler cela, que ça a été le premier contact avec la Révolution a été absolument terrible. Et puis, à partir de 1922, il y a eu un effort de la part de Lénine, avec ce qu'on appelle la NEP, la nouvelle politique économique, d'avoir, disons, un relâchement des tensions pour pouvoir essayer d'avoir une économie un tout petit peu plus normale. Mais après, quand Staline arrive au pouvoir à la fin des années 20, eh bien là, on va faire une transformation absolument majeure et unique dans l'histoire de transformation d'une société entière par l'État. Alors justement, la révolution russe, c'était l'idéologie bolchevique de Lénine, et ensuite est arrivé Staline. Quelle était la distinction entre l'idéologie de l'un et de l'autre? Alors, Staline était aussi un bolchevique, c'était un compagnon de route de Lénine, il a fait aussi la révolution, donc il y a un fond idéologique qui est tout à fait commun. Traditionnellement, on a tendance à dire que Lénine était, disons, un peu plus souple, était quelqu'un qui, s'il avait vécu et s'il avait eu un héritier, pas physique, mais un héritier qui pouvait mettre le communisme au pouvoir, ça serait quelque chose qui serait beaucoup plus souple que ce qu'il y a eu avec Staline. Or, dans la réalité, tous les premiers massacres, la terreur, les violences, la police politique, c'est Lénine qui l'a créé. Après, évidemment, avec Staline, vous avez une personnalité qui est encore plus dure, quelqu'un qui a encore plus la volonté d'accélérer l'histoire, c'est-à-dire de transformer la Russie en un État moderne, qui peut faire compétition avec les pays capitalistes, car dans l'esprit de Staline, ça c'est absolument fondamental, il est persuadé que la guerre est inévitable avec le monde capitaliste qui ne veut que la destruction de cet État communiste. Et lui, de son côté, est persuadé que de toute façon, le système capitaliste est condamné par l'histoire. Et comme à ce moment-là, c'est la crise de 1929, on peut penser qu'il a raison à cette époque-là. Et pourquoi Lénine et Staline, après lui, utilisent un régime aussi dur envers la population alors que l'idée de base, c'est l'égalité?
L'égalité, ça dépend comment on l'impose. C'est toujours la même question. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'égalité, il faut détruire toutes les classes qui ne sont pas le prolétariat. Et donc, effectivement, à plusieurs reprises, tous les gens qui avaient un passé un peu lourd, c'est-à-dire qui étaient nobles, bourgeois, etc., soit ils rentraient dans le rang, soit même, étant donné leur affiliation, eh bien, c'était des gens qui pouvaient être tués ou se retrouver déportés. Donc, l'égalité a été imposée vraiment de force. Et puis, progressivement, est née aussi une classe de fonctionnaires qui, à ce moment-là, était un tout petit peu moins égale que la population. Mais encore une fois, l'idée, c'était, au-delà, si vous voulez, de l'égalité, c'était quand même de renforcer la puissance russe, renforcer la gloire russe, et de donner à la Russie la place qu'elle avait perdue justement depuis le début du siècle, et notamment avec la révolution de 1917. Donc beaucoup de nationalisme Alors le nationalisme commence très fortement avec Staline dans les années 1930, et ça va exploser pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'en Russie on appelle, en Union soviétique on appelait la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire une guerre là aussi absolument gigantesque, hein. On estime qu'il y a eu à peu près 27 millions de morts, c'est donc un chiffre évidemment tout à fait considérable, avec une agression allemande et évidemment des alliés de l'Allemagne nazie. Et donc il a fallu faire une mobilisation absolument totale de la population. Il n'y a aucun pays qui n'a jamais connu un tel effort de guerre. On estime qu'il y a pratiquement 50% du PNB qui était consacré à la défense, qui est un chiffre évidemment tout à fait exceptionnel. Astronomique. Et pendant ce temps-là, l'idéologie communiste progresse dans le monde. Alors parlez-nous de l'évolution du communisme dans le monde à cette époque-là. Alors ça a commencé assez tôt parce qu'il y a une fascination pour la révolution communiste et vous avez des révolutionnaires de tous les pays qui ont afflué vers l'Union soviétique et qui d'ailleurs ont vu ce qu'ils voulaient voir, c'est-à-dire plutôt les éléments positifs que les éléments négatifs. Et puis il y a une dimension très importante dans le marxisme-léninisme repris par Staline, c'est l'anti-impérialisme. Et donc dans les colonies, vous avez eu un certain nombre de gens très connus, hein, tout le monde connaît Mao, tout le monde connaît Ho Chi Minh, voilà des noms qui sont assez célèbres, pour qui le communisme était aussi une forme d'anti-impérialisme, c'est-à-dire de lutte contre l'impérialisme occidental, que ce soit la colonisation au Vietnam ou la présence impériale des Occidentaux et du Japon, bien entendu, en Chine. Parce qu'on peut faire un lien entre la décomposition des empires coloniaux et la montée du communisme? Absolument. Dès les années 20, vous avez une première guerre froide. C'est-à-dire que vous avez les soviétiques qui essayent d'utiliser les empires et la révolution dans les empires pour affaiblir la France, pour affaiblir l'Angleterre, pour affaiblir les Pays-Bas. Hein. S'ils perdent leurs empires, on estime qu'ils vont exploser parce que le capitalisme n'aura plus de marché. Hein, et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire, dans la vision marxiste des choses. Et puis, deuxième chose, et ça, c'est, je pense, un élément qu'il faut bien avoir en tête, tous ces communistes que vous trouvez dans les empires, ils circulaient à travers, parce que les frontières étaient moins gardées qu'aujourd'hui, et donc vous avez des coopérations policières dans les pays européens et aux États-Unis pour essayer de traquer tous ces gens qui allaient renverser justement l'ordre impérial. Et ultimement, on en arrive à la guerre froide qui découle donc directement de la Révolution d'octobre. Alors, oui, parce que dès 1917, d'une certaine façon, il y a le début de la guerre froide puisqu'il y a les interventions étrangères. Donc l'idée d'une hostilité totale entre l'Union soviétique et les autres pays, c'est quelque chose qui est ancré dans la tête des soviétiques. L'idée, par exemple, que le nazisme et, je ne sais pas moi, le régime britannique sont finalement des cousins et qui en veulent autant à l'Union soviétique, ça c'est vraiment ancré dans la tête des soviétiques. Après, ce qui se passe, c'est que comme la Première Guerre mondiale a favorisé le communisme, eh bien les destructions de la Deuxième Guerre mondiale ont aussi favorisé le communisme, mais là aussi, avec une grosse différence, c'est que vous avez l'armée rouge qui exporte le communisme, c'est-à-dire tous les terrains qui sont conquis, c'est-à-dire notamment en Europe centrale ou orientale, eh bien ce sont des régimes qui deviennent communistes. Et donc, comment est arrivé le déclin du communisme à ce moment-là? Alors le déclin du communisme, il y en a qui disent que c'est dans les gènes du communisme, ça ne pouvait pas marcher. Bon, ça évidemment, à ce moment-là, il n'y a plus de discussion vraiment qui est possible. Au milieu des années 50, on avait l'impression que le communisme pouvait dépasser le capitalisme. Donc c'était un empire en expansion. En 1949, il y a 450 millions de Chinois qui rejoignent le communisme, la Corée du Nord, le Vietnam du Nord, etc., etc. Donc il y a une espèce d'optimisme à ce moment-là qui en plus peut surfer sur la vague d'indépendance dans les années 60. Et puis, à partir des années 70, on a l'impression que ce régime n'est plus adapté au monde moderne. L'idéologie collectiviste n'est pas acceptée par la plupart des individus qui commencent à vouloir, qui étouffent sous l'État. Et puis, vous avez une crise économique profonde parce qu'on a l'impression que le système ne marche pas. Sauf en Chine, où là, ça se reconvertit et on connaît les succès chinois depuis. Nous allons devoir nous arrêter là. Pierre Grosser, historien à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous. Merci.